Salut les photographes, aujourd'hui on va parler d'un objectif photo qui vous permet à la prise de vue de faire des photos en 3D. On va aussi voir des aurores polaires, on va aussi voir 48 objectifs 400 mm assemblés ensemble pour faire des photos absolument incroyables. Et ça c'est qu'une toute petite partie des news de la photo, on y va. Alors on attaque avec le sponsor d'aujourd'hui qui est Ampara. Pour la troisième fois, Ampara sponsorise les MPR News, donc merci beaucoup à Ampara et on en reparlera un tout petit peu plus tard. Je vous parlerai de quelques photographes que j'ai découverts grâce à leur site et qui sont vraiment excellents. On attaque avec les news matos. On a comme boîtier un Leica Q de Reporter qui est sorti. Donc c'est un appareil photo plein format, 47,3 mégapixels, 10 images par seconde. Voilà, c'est ce qui devient assez standard maintenant pour les appareils photo un peu haut de gamme. Un écran fixe, la vidéo en 4K, tout ça c'est tout à fait standard. Par contre, un objectif 28 mm f1.7 fixe. Donc vous avez intérêt à aimer cette focale, parce que sinon ça marche pas. Et globalement, en fait, c'est un Q2, mais qu'ils ont renforcé avec une armure en Kevlar. Ils ont mis du Kevlar tout autour. Est-ce que c'est plus pour un effet de style qu'autre chose? Probablement, mais c'est le côté un peu reporter sur l'histoire de Leica, etc. Donc voilà, pourquoi pas pour les fans, les aficionados de la marque. 5600 € en précommande, on reste dans des prix Leica. Voilà un petit peu le magnifique appareil photo. Et puis Leica a aussi annoncé le M11 60 mégapixels en plein format, 5 images par seconde, avec un viseur télémétrique et un capteur avec triple définition. On peut régler la définition qu'on veut, 60, 36 ou 18 mégapixels, pas de vidéo du tout, et 8400 € en précommande. Voilà, beaucoup plus standard en termes de design, on va dire. Les objectifs, je vais vous mettre ça en plein écran. Donc les objectifs qui sont sortis dans ce dernier mois et demi. Un Kenko 400 mm f8 pour plein de montures différentes, comme vous pouvez voir, à 350 €. Un Viltrox 50 mm f1.8 pour Nikon Z et Sony E. Un Nikon 2875 f2.8 pour la monture Nikon Z, donc ça, celui-là était très attendu, je pense. Un 50 mm f1 de chez Nikton pour les montures Leica. On a aussi un TT Artisan qui a sorti un 90 mm f1.25 pour tout un tas de montures, vous les avez là. Le Laowa 45 mm f0.95 qui pourrait être très intéressant aussi celui-là, très grande ouverture pour les pleins formats. Nikon qui sort un 400 mm f2.8, ça y est, Nikon commence vraiment à renforcer son arsenal sur les objectifs pour sa monture Z. Rockstar qui a sorti deux petits objectifs 27 mm f2.8 et un 10 mm f8, hyper fin, tout pancake, qui sont en vente que sur eBay d'ailleurs ces deux-là. Un Laowa 85 mm f5.6 macro 2 pour 1. À mon avis, celui-là, il peut être très intéressant. Je suis en train d'essayer de négocier pour voir si je pourrais pas l'avoir en prêt pour pouvoir vous faire une petite vidéo là-dessus, parce que je pense qu'en termes d'objectifs macro, il a du potentiel. Et puis Mitacon qui a sorti un 90 mm f1.5 pour les montures, pareil, Nikon Z, Canon RF, Sony E et Leica M. LG qui a annoncé un Dual Up, donc un écran vertical, qui est équivalent en fait à deux écrans 21 pouces posés l'un sur l'autre. On n'a pas encore le prix de sortie. Un peu étrange, je pense que c'est bien pour les gens qui aiment bien se faire mal au cou, parce que si vous avez l'habitude de travailler sur deux écrans, bah là vous allez devoir regarder en bas, puis regarder en haut, puis en bas, puis en haut. Personnellement, je préfère largement avoir les deux écrans l'un à côté de l'autre, mais je suppose qu'il doit y avoir des cas où ça peut être utile si vous voulez afficher des portraits, des choses comme ça. Moi personnellement, je préfère avoir un écran comme les BenQ que j'ai là par exemple, qui peuvent être inclinés verticalement si jamais on en a besoin temporairement, mais où l'usage standard c'est plutôt horizontal. Si vous savez à quoi ça peut servir ce type d'écran complètement vertical, très grand vertical, dites-le moi, j'ai un petit peu du mal à le percevoir pour l'instant en tout cas, tel que c'est démontré pour faire du multitâche. Moi je préfère largement deux écrans à l'horizontale. TechArt propose un adaptateur Contax, donc de la monture Contax G vers Nikon Z, donc pour ceux qui aiment tous ces vieux objectifs là, avec en plus un système d'autofocus, donc ça c'est plutôt pas mal, pour 250 €. On a aussi Viltrox qui sort son adaptateur, donc cette fois-ci c'est pour la monture EF, donc Canon, vers Sony E. Donc ça fait un moment qu'il y a des adaptateurs de Canon chez Sony. Moi personnellement j'ai l'adaptateur Sigma MC11. Là celui-là il a en plus un écran OLED dedans, je sais pas, ça peut ajouter peut-être un petit truc en plus. On peut voir la focale, il y a apparemment les paramètres qui apparaissent dessus. Moi ce qui m'intéresserait surtout c'est de savoir si ça marche bien avec les objectifs Tamron, parce que les objectifs Tamron pour monture Canon sur mon Sony, ils marchent pas du tout avec la bague Sigma. C'est peut-être un peu fait exprès, je sais pas. Et donc celui-là il est proposé à 170 €.
On a aussi Benro qui a annoncé un produit assez intéressant, c'est l'Auréole. Donc c'est un adaptateur et un porte-filtre en même temps, donc qui permet de passer de la monture Canon EF à Canon RF, donc pour les Canon pour les objectifs à monture réflexe, pour les mettre sur les objectifs mirrorless, monture mirrorless maintenant, et Canon EF vers Sony E, encore une fois. Et l'intérêt c'est qu'on peut glisser des filtres dedans. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau, on en a déjà vu pas mal comme ça. Oui, mais celui-là, il a un petit truc qui va faire toute la différence à mon avis. Vous allez le voir juste après en photo. Disponible en 2022 pour 250$. Et voilà en fait ce qui est intéressant sur celui-là. Vous voyez, hein, on a l'adaptateur ici plus le filtre à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces petites molettes là, juste dessus. On a des molettes qui permettent de faire tourner un filtre, notamment un filtre polarisant évidemment. Et pour moi, c'était ça la principale critique que j'avais sur les systèmes de ce type-là. C'est qu'en général, on pouvait mettre un polarisant, mais on ne pouvait pas le tourner. Donc du coup, c'est un peu dommage, et c'est quand même le filtre qu'on va utiliser le plus souvent. Notamment, là où on a des soucis souvent pour mettre un filtre devant la lentille frontale, ça va être pour les objectifs très grand angle, qui ont une lentille très bombée, un petit peu comme on voit sur la photo là, et où il faut des espèces de systèmes énormes pour pouvoir mettre un filtre devant. Donc je pense que pour ces systèmes-là, ça peut être très très intéressant, et si on a moyen assez facilement d'enlever le filtre pour ne pas en mettre quand on n'a pas envie, je pense que ça peut être vraiment un bon système. Voilà, c'est vraiment le truc qui manquait à mon sens. Et globalement, voilà, c'est plutôt un bon système. On ne pourra pas mettre de filtre dégradé dessus. Après, moi personnellement, j'utilise de moins en moins ces filtres-là, donc pourquoi pas, franchement intéressant. On a Aida qui a sorti une ceinture anti-buée pour le froid. Alors si vous avez envie d'aller faire des petites photos au mois de février là, dans la neige et tout ça, pourquoi pas, ça peut être intéressant aussi. Voilà, c'est un petit truc qui coûte pas cher, ça coûte 20€, vous le rechargez en USB et vous pouvez le mettre autour de votre objectif pour éviter que la buée ne vienne se former. K-Lens, attention, big news là. Un objectif pour appareil photo plein format qui crée un champ de vision en 3D, utilisable en photo et en vidéo parce que ça se fait à la prise de vue. Et en fait, le principe de cet objectif, c'est qu'il y a un jeu de miroir qui va créer 9 photos différentes sur votre capteur directement. Et donc ensuite, le logiciel, le software, va venir assembler ces différentes photos pour recréer un champ de vision en 3D et qui va vous permettre ensuite soit de retoucher votre photo selon la profondeur, soit de créer des effets d'holographie, des trucs comme ça. C'est lancé sur Kickstarter aux alentours de 2000$ aujourd'hui. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble ou comment ça fonctionne. Donc vous voyez là, on a la scène traditionnelle, normale. La photo qui va sortir, elle, va être comme ça. Vous avez donc vos 9 petites photos, mais qui sont prises du coup à partir de différents angles qui sont pris depuis l'objectif. Donc c'est un seul déclenchement pour pouvoir faire ça. Et on se retrouve avec une représentation un petit peu en 3D. Alors là, on a une représentation un petit peu crado, mais c'est pour démontrer un petit peu le principe. Et donc là, on a quelque chose qui peut, on peut bouger de gauche à droite et faire un petit peu des effets 3D avec ce système-là. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble l'objectif en question. Très très long, parce qu'il y a la place pour tous les jeux de miroir et tout ça. Intéressant pour ceux qui veulent expérimenter. C'est peut-être le début d'une nouvelle technologie. Il y a quelques années, je vous avais parlé de Litro, qui était un appareil photo qui était basé en partie sur ce principe, mais qui n'avait pas trouvé preneur. Là, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est un objectif, et donc on peut venir le monter sur n'importe quel boîtier, on peut faire de la vidéo, de la photo avec, on peut faire plein de choses. Et du coup, on n'est pas obligé d'acheter un appareil photo exprès pour ça. Et voilà, je me dis peut-être qu'il y a une petite avancée technologique à voir là-dedans, on verra bien. Ensuite, quelques petites news de logiciels. On a Adobe qui lance Creative Cloud Express, qui est destiné vraiment aux novices. C'est tout un système sur le cloud, disponible sur navigateur, sur smartphone, qui est en fait assez proche de Canva dans l'idée que vous allez pouvoir faire plein de petits traitements sur vos photos, mais aussi faire tout plein de choses en termes de graphisme, et qui est gratuit en fait, donc vous pouvez foncer dessus si jamais ça vous intéresse pour aller le tester. De toute façon, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Capture One qui a fait une mise à jour et qui ajoute des nouvelles fonctionnalités pour que ce soit compatible avec les nouveaux Mac. Il y a des fonctionnalités de panorama et de HDR qui ont été rajoutées, le support des Canon R3, Sony A7 IV et Nikon Z9, les derniers boîtiers. Et puis, a priori, ils ont amélioré aussi la performance du catalogue. Et une intelligence artificielle aussi pour redresser les images. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, plutôt que de faire image par image, dire tout ce dossier-là, hop, automatiquement on clique dessus, tu me les remets droite. Donc c'est plutôt intéressant. Et si je dis pas de bêtises, je ne l'ai pas noté là, mais c'est en fait la version Capture One Pro qui va venir remplacer toutes les versions de Capture One qui étaient natives, enfin pas natives, mais qui étaient spécifiques à chaque marque. Vous aviez Capture One Nikon, Capture One Fuji, etc. Donc Capture One va arrêter de supporter ces
ces différentes versions pour différentes marques et va faire migrer tout le monde sur Capture One Pro, a priori de façon gratuite. C'est ce qu'ils ont annoncé en tout cas. Donc voilà, préparez-vous à vous faire une bonne mise à jour et d'arriver sur ce Capture One qui permettra de supporter toutes les marques d'appareils photo, ce qui est plutôt logique au final. DxO a sorti une Nik Collection 4.3, Photolab 5.1 et Filmpack 6.1 avec des nouveaux presets inspirés de la nature. Alors, je vous laisse tester pour voir un petit peu si ça vous parle. Avec des améliorations d'interface, ça c'est plutôt pas mal parce que la Nik Collection en particulier, c'est un petit peu un paquet de plein de logiciels qui ont besoin d'être un peu harmonisés. Pareil, le support des derniers boîtiers, R3, XT30, alors je suis un petit peu plus vieux, GFX 50S, etc. et plein d'autres, donc ça c'est logique, c'est les mises à jour. Et Darktable qui lance sa version 3.8 avec le support des fichiers Canon CR3 RAW, donc ça c'est plutôt cool. La possibilité d'utiliser une manette de jeu aussi pour se balader dedans. Et puis les nouveaux modules d'ajout de flou, de netteté, etc. Et l'amélioration du débruitage aussi. Donc pour toutes les personnes qui sont sur Darktable, qui aiment aussi la retouche et le traitement de photos en open source, Darktable c'est the software open source sur tout ce qui est traitement de photos, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à aller essayer. Quelques news MPR, et on va parler un petit peu donc d'Ampara, qui sponsorise cette vidéo, et donc des prochaines formations qui vont arriver sur la plateforme Ampara, la plateforme de formation Ampara. Donc on a le 25-26 janvier, donc très bientôt là, créer une vidéo corporate avec Pascal Délé. Le 22-23 février, bien débuté sur Premiere Pro avec Victor Miletic. Et puis mon pote François Lamoureux de la chaîne YouTube Explique-moi encore, vous connaissez probablement, qui fait une formation le 23-24 mars sur monter une vidéo de A à Z dans Final Cut Pro. Mickaël Bonamy qui va faire un workshop sur la photographie de sport 22-23 juin et 22-23 novembre, c'est déjà prévu pour dans longtemps, créer un shooting édito de mariage avec Christophe Serrano, donc vraiment un beau programme. En plus de tout ce qui existe déjà sur Ampara. Et pour ce mois-ci, je me suis dit que j'allais vous faire découvrir quelques formateurs qui sont sur le site. Je suis allé les voir, je suis allé regarder un petit peu toutes leurs photos, etc. Et j'ai fait quelques belles découvertes en fait de photographes dont j'aime vraiment beaucoup les photos et le travail. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Je vous mets tous les liens de leur Instagram dans la description en dessous. Donc il y a Caroline Cuinet qui fait de la photo de famille, mais des photos de famille vraiment extra. Patrick Goujon qui fait des magnifiques photos de macro. Sandrine Sadi qui fait des photos culinaires. Allez voir, incroyable. Julien Pruzès aussi, qui a un style très particulier sur les photos de studio et qui, je trouve, sont très jolies. Quentin Decaillé, que certains connaissent peut-être, parce qu'il y a une chaîne YouTube aussi, qui lui est spécialisé dans le packshot, donc tout ce qui est photos de produits, excellent aussi. Et puis je vous passe ceux que vous connaissez probablement déjà, je vous en ai déjà parlé. Il y a le Turc, il y a Aurélie Amiot, alias Madame Oreille, qui ont aussi des formations sur la plateforme Ampara. Donc voilà, plein de super photographes. Franchement, allez voir, allez cliquer sur leurs Instagram, allez voir un petit peu leurs photos, parce que je trouve que c'est intéressant de chercher des formations pour se former sur certains domaines, se dire tiens je vais me former en paysage, en portrait, etc. Mais c'est aussi tout intéressant de vouloir se former auprès de certaines personnes et de se dire ce photographe, j'adore les photos qu'il fait et je vais sûrement apprendre des bonnes choses de cette personne même si c'est pas dans ma thématique, c'est pas le type de photo que je fais habituellement. Donc moi c'est un petit peu cette idée-là, quand je me suis dit je vais aller trouver des photographes qui m'inspirent. Donc voilà, merci Ampara encore une fois. Tipeee, petite news, même grosse news pour Tipeee, j'ai décidé de fermer le Tipeee après, je compte même plus les années, 5, 6, 7 ans que le Tipeee existe. Donc Tipeee c'est une plateforme de dons qui permet de soutenir mon petit réflexe, notamment de faire un paquet de quart d'heure photo, parce que vous savez que quart d'heure photo c'est ce qui coûte le plus cher à produire. Donc j'ai décidé de fermer le Tipeee pour plein de raisons, je vais vous passer un petit peu les détails, mais je suis un peu en train de faire le tri dans l'ensemble de mes activités parce que je fais beaucoup trop de choses. Et l'année dernière, j'ai bossé en moyenne à peu près 60 heures par semaine, même si ça se voit pas trop sur la chaîne, mais j'ai beaucoup d'activités à côté. Donc il faut que je fasse le tri dans certains trucs, donc je ferme le Tipeee. Et les personnes qui souhaitent renouveler leur soutien, du coup, peuvent le faire par le bouton rejoindre uniquement sur YouTube maintenant. Ce sera plus simple, c'est traité de son côté. Même pour ma compta, c'est vachement plus simple aussi. Le groupe des tipeurs, lui, continue d'exister, évidemment, parce qu'il y a toujours une super ambiance dedans, c'est toujours la grande famille des tipeurs, et les gens qui cliquent sur le bouton rejoindre peuvent rejoindre les tipeurs derrière de toute façon. Il continue d'y avoir des lives organisés tous les mois par les tipeurs, il continue d'y avoir nos rencontres tipeurs, etc. Donc voilà, tout ça, ça continue d'exister, mais je simplifie le process et on ferme le Tipeee. Sigma m'a envoyé un petit objectif à tester, celui-là, donc c'est un objectif de la gamme Sigma série I, je pense que c'est I parce que c'est un grand trait en majuscule, donc je pense que c'est grand I et pas petit L. J'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. C'est le 65 mm f2, donc focale et ouverture très intéressante pour du portrait, mais pas que. Et ce qui est assez intéressant avec cette gamme, c'est que c'est des objectifs qui sont tout métalliques, vous avez entendu ?
C'est tout métallique et c'est vraiment des objectifs qui sont magnifiques, qui ont une très bonne prise en main, qui sont extrêmement agréables à utiliser. Je vais vous faire un tout petit instant ASMR, mais écoutez un peu le bruit que ça fait quand je mets le pare-soleil dessus. Donc en fait, ça glisse tout doucement et à la fin, je pense qu'il y a un aimant qui vient clipser le truc. C'est super agréable. Et on a aussi d'ailleurs, pour avoir ce côté un peu limite argentique dans la façon de travailler ses photos, une roue crantée pour gérer l'ouverture. Donc écoutez-moi ça. Enfin voilà, moi ça m'éclate, j'ai adoré faire des photos avec cet objectif-là. Je vais devoir le renvoyer à Sigma, évidemment, c'était un prêt presse. Hein. Mais j'ai évidemment pris le temps de le tester. Donc le piqué est juste excellent sur cet objectif, le bokeh est magnifique. Donc si vous aimez les focales fixes et si vous aimez bien ce type de focale, 65 mm, on est vraiment entre le 50 et le 85, donc si vous passez de l'un à l'autre, ça peut vous intéresser. Et pour vous donner un petit peu une idée, voilà mon évaluation en termes de piqué. Hein. Donc il n'y a que à F2 où il n'est pas parfait. C'est un tout petit peu mou dans le coin, mais vraiment légèrement. Sur tout le reste, c'est parfait sur le centre, les bords, les extrêmes. Vraiment très très bel objectif. Et voilà quelques petites photos que j'ai pu faire lors d'une petite balade le week-end dernier en famille. Et vous voyez un petit peu la douceur du bokeh derrière, du flou d'arrière-plan. Celle-là j'aime vraiment beaucoup, alors il faudrait zoomer un petit peu dessus. Attendez, je vous le mets en plus grand quand même. Hop! Il faudrait zoomer un petit peu sur la photo suivante, sur celle-là, pour voir à quel point en fait le flou est progressif pour aller vers les petites pommes de pin plus floues derrière. Alors c'est de la photo, c'est vraiment juste technique, hein. C'est pas une photo qui a vocation à être exposée ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça permet de faire des ambiances, des trucs comme ça. Enfin, je me suis vraiment éclaté avec cet objectif. Donc voilà, très très chouette. Pareil, vous avez le lien en description. Voyage photo, alors je vais pas vous parler du stage photo raquette dans le Haut-Jura parce qu'il arrive là dans quelques jours et c'est plein, de toute façon on a assez de photographes donc on va y aller et il n'y a plus de place. Par contre, je vous avais déjà parlé du voyage à Yellowstone à la fin de l'année. Et cette année, on n'a pour l'instant pas d'inscrits pour le voyage à Yellowstone parce que y a beaucoup de gens qui sont assez frileux à l'idée de voyager à l'étranger. Et pourtant, toutes les frontières sont ouvertes maintenant, notamment avec les États-Unis, qui s'étaient fermés pendant un certain temps. Et pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram, vous avez vu qu'il y a une dizaine de jours, j'étais en Auvergne avec les autres photographes de l'agence voyagephoto.com et j'ai rencontré Monsieur Marc Jardot. Monsieur Marc Jardot, alors si vous suivez la chaîne d'Olivier Schmitt, vous l'avez sûrement vu, c'est le photographe animalier avec lequel Olivier va faire des photos de renards. Et Monsieur Marc Jardot, c'est un mec incroyable, en vrai. Et en fait, on a hyper accroché tous les deux. On s'est hyper bien entendu. On a vraiment la même philosophie de la photo, sans se prendre la tête, mais à essayer d'aller se pousser, toujours repousser nos limites, faire des trucs toujours plus dingues. Et j'ai commencé à lui parler du voyage à Yellowstone. Et il m'a dit mais moi je rêve d'y retourner, c'était tellement incroyable quand j'y étais allé, là-bas il y a des animaux de partout, ils viennent se poser dans ta main, enfin voilà, il était vraiment surexcité et je lui dis viens, on se fait un voyage mais on le fait à deux et on fait un voyage mi-animalier, mi-paysage où on part pendant 10 ou 15 jours, ça je sais pas, ça va être à déterminer, et où on fait, du coup on fait deux groupes de photographes, et tous les matins il y en a un qui part faire du paysage, l'autre de l'animalier, genre avec affût, des photos de malades, etc. Je vous montre les photos de Marc après, et puis ensuite on fait du paysage, et on alterne entre les deux en permanence, et on revient avec des photos de malades d'un des plus beaux endroits sur Terre, qui sont les parcs de Yellowstone et Grand Teton. Et il était hyper chaud, il m'a dit ok vas-y viens on y va, viens on va photographier les ours, on va photographier les aigles, les bisons, enfin toute la faune qu'il peut y avoir là-bas. Et moi j'ai dit ouais mais t'as aussi les montagnes, puis t'as les lacs et t'as les geysers, et voilà. Donc on s'est hyper chauffé, et ce qu'on va faire, parce qu'il faut qu'on le sache assez vite si ça intéresse des personnes, c'est que j'ai ouvert un groupe WhatsApp. Donc vous allez dans la description, vous m'envoyez un petit email sur l'adresse email que je vous mets dans la description, et je vous envoie le lien du groupe WhatsApp, et dans le groupe WhatsApp on va en discuter, on va voir quel est le budget que vous pouvez mettre, combien de jours vous pensez que ça peut être une bonne idée d'aller là-bas, etc. Et si on arrive à avoir suffisamment d'enthousiasme pour ce voyage, on le fait. Si dans un mois on voit que la sauce n'a pas pris, on l'organise pas. Voilà, c'est un truc, c'est un one-shot. Probablement que ça se refera jamais ensuite. C'est une occasion unique, mais on a envie de tenter le coup. Donc on va le faire, on le lance, et puis s'il y a suffisamment de personnes intéressées, go. On part à l'automne, en plus, dans les plus belles couleurs d'automne, avec les arbres qui ont des feuilles jaunes fluo. Enfin bref, il y aura tout dans ce voyage, il y aura tout. Donc si vous êtes aussi chaud que nous, rejoignez-nous dans le groupe WhatsApp, et on en discute, et on le construit avec vous. Et voilà un petit peu, pour donner une idée, le genre de photos que réalise Marc.
C'est tellement un passionné, ce mec. Il est tout le temps dehors. Il est tout le temps dehors, allongé par terre, à essayer de photographier des animaux, à faire des affûts. Là, il photographie des hermines et des renards tous les matins. C'est absolument incroyable. Et je vous ai mis quelques petites photos de Yellowstone pour vous donner envie. Des piscines avec des couleurs absolument incroyables, des piscines naturelles évidemment, des geysers, des fumerolles, des bisons, ce parc est juste une folie. C'est juste absolument incroyable. Voilà, comme vous avez pu le comprendre, moi c'est une grande passion chez moi Yellowstone et je serais aux anges de pouvoir emmener un groupe de photographes là-bas, Marc aussi. Vous n'aurez pas deux photographes plus motivés que nous deux pour vous emmener là-bas et on ferait un voyage de malade. Voilà, tout est dit. Ensuite, on a quelques petites inspirations. Benedek Lampert, lui, c'est un photographe de jouets au départ. Vous savez, il fait des petites scènes miniatures avec certains jouets, des Lego, des trucs comme ça. Et en fait, la marque Lego a tellement aimé son travail qu'ils ont décidé de l'engager pour faire une campagne pour les Lego Star Wars. Et donc, je trouve que c'est un peu, à mon avis, c'est ouais, ça peut être un rêve pour pas mal d'entre nous de se dire, je suis tellement passionné par ce que je fais, qu'il y a une marque qui me contacte et qui dit, venez, en fait, on vous paye pour faire la même chose sur des produits qui ne sont pas encore sortis. Je veux dire, il les aurait probablement achetés pour faire lui-même ses scènes, et là, la marque vient le payer pour faire ça. Et donc voilà à peu près le genre de photos que ça vient produire derrière. Mais en même temps, c'est clair qu'il est effectivement hyper balèze, notamment avec une gestion des lumières, je trouve, qui est absolument incroyable. Il réalise vraiment des superbes scènes autour de l'univers Star Wars. Donc c'est très cool. On a ensuite Carla Rhodes, qui est photographe animalier, qui a réalisé un piège photo sur une mangeoire à oiseaux. Alors bon, assez standard a priori, mais ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que là apparemment il y a aussi l'utilisation d'un petit flash qui permet de rendre les photos assez uniques et assez différentes de ce qu'on a d'habitude, peut-être même des fois dans des conditions un peu nocturnes. Et je trouve les photos intéressantes. Alors ouais, c'est une mangeoire à oiseaux, mais il n'y a pas que des oiseaux qui passent par là pour venir manger les graines. Et voilà, je trouve la série plutôt jolie. Donc je voulais vous la proposer. Ensuite, on a, quand c'est écrit POTY, c'est Photographer of the Year, hein, le photographe de l'année, donc Polar Light, donc le photographe de l'année de lumière polaire, d'aurore boréale, pardon. Enfin, aurore polaire en réalité, parce que ça peut être aurore boréale et ça peut être aurore australe, même si on les photographie beaucoup moins souvent celle-là. Et donc, voilà quelques petites images qui ont été prises et qui ont été récompensées lors de ce concours, qui sont des images, je trouve, absolument incroyables. Toute la difficulté de faire des photos d'aurore polaire, c'est d'avoir un paysage qui complète bien l'image. C'est un peu comme faire des photos d'étoiles aussi. Et là, je pense qu'on a des gens qui se sont bien caillés pour nous faire des magnifiques images. Donc voilà, je trouve ça toujours assez impressionnant. Magnifique. On a ensuite eu le Nature Photographer of the Year, donc concours du meilleur photographe nature de 2021. Et là aussi, des superbes photos. J'aime beaucoup celle-là, complètement en mouvement, d'un énorme gorille là. Elle est vraiment magnifique. Du volcan. Petit hippocampe. C'est bien parce qu'il y a des photos vraiment de plein d'environnements différents. Puis un espadon, celle-là est un petit peu moins joyeuse comme photo. Et ensuite, on avait aussi un concours photo de Ocean Art Photo Competition, une compétition de photos d'océan, photos sous-marines. Et là aussi, on a des magnifiques photos. J'adore celle-là, où on est quasiment sur une photo macro, hein, probablement, de ce poisson, qui est en train de, je sais pas, d'observer une petite crevette. Est-ce que c'est une petite crevette? Est-ce que c'est son bébé? Je ne sais pas. Mais je trouve la scène vraiment très touchante. Celui-là qui a une gueule absolument incroyable. Et puis celle-là qui est absolument folle. Je crois que dans celle-là, il y avait possibilité de mettre des photos plus artistiques, plus retouchées. Et celle-là, il me semble que celle-là, il y a évidemment un post-traitement dessus, quoi, pour la rendre plus vaporeuse, etc. Voilà, c'est pas des poissons qui sont comme ça dans la nature. Et on a quelques histoires enfin à vous raconter. Et je voulais vous raconter cette histoire d'un projet d'astronomie qui a été développé au Nouveau-Mexique depuis quelques temps déjà, quelques années, où en fait, au départ, l'idée c'était de rassembler plusieurs caméras avec des objectifs 400 mm pour pouvoir en faire une espèce de super télescope super sensible. Et en fait, Canon a suivi le projet, le Dragonfly Array, et s'est dit, ok, bah écoutez, on va vous offrir des objectifs
des 400 mm f2.8, vous savez que ça coûte hyper cher les 400 mm f2.8, et on va vous en offrir 40. Donc en fait, il y en a 48 aujourd'hui, 2 fois 24, et donc 40 qui ont été offerts par Canon. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir une extrême sensibilité, un f2.8, une très grande ouverture, sur un champ de vision très large. Et ça a permis notamment certaines découvertes de galaxies diffuses. Canon a annoncé qu'ils allaient apporter 120 objectifs supplémentaires au projet. Donc regardez un petit peu à quoi ça ressemble, c'est juste absolument incroyable. Donc là, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on en a 24 sur un truc comme ça. Donc là, ils en ont 2 à 24, puis après ils assemblent évidemment tout ça. Donc c'est tout un montage avec les câbles, les machins, etc. Je trouve ça juste absolument génial. Et je trouve ça cool qu'une marque comme Canon s'implique dans des projets comme ça. Ensuite, on a Chris Porch, je ne sais pas comment on le dit, photographe britannique, et il a un projet photo qui est assez intéressant, c'est qu'il retrouve des personnes qu'il a photographiées lui-même 40 ans plus tôt. Et donc ça donne des résultats un petit peu, même très sympas. Évidemment, il va essayer de recréer un peu la même scène au même endroit avec les mêmes personnes. Et je trouve ça très très cool comme projet. Voilà, c'est du projet très long terme. Évidemment, il pensait pas au moment où il prenait ses photos il y a 40 ans qu'il allait refaire les mêmes 40 ans plus tard. Mais je trouve le projet assez chouette. Voilà. Et puis, on a Dmitry Kok, qui est un photographe qui a découvert une station météo abandonnée dans le Grand Nord. Et il a repéré, il s'est rendu compte qu'il y avait des ours polaires, en fait, qui vivaient dans cette station, en tout cas temporairement. Et donc, il a été faire un reportage photo là-dessus, qui est assez... je sais pas, assez... je sais pas ce que j'en pense, en fait. Mais je trouve ça très intéressant. En fait, j'aime bien regarder ces photos, mais je sais pas si je trouve ça triste, chouette. Voilà, je sais pas quelle émotion mettre derrière. Donc je vous laisse en profiter. Et puis enfin, vous avez probablement vu l'éruption du volcan dans les îles Tonga. Un volcan sous-marin qui était une des plus grosses éruptions jamais capturées depuis l'espace. Donc on a des images absolument folles. Et voilà un peu en gif ce que ça donnait sur la... C'est juste énorme. Regardez, bam, par rapport à la taille de l'océan, on voit la courbure de la Terre, vous voyez un peu le truc. Et l'onde de choc surtout qui part là. C'est absolument incroyable. Alors c'est un certain type de photos. Pour moi, c'est la même catégorie que quand je vous mets des photos panorama de Mars. C'est des choses incroyables que permet la photographie aujourd'hui, même si on n'est pas dans de la photographie artistique. Mais peu importe, il n'y a pas que l'art dans la photo. Et puis le coup de pouce de ce mois-ci, je n'ai pas pu m'empêcher à nouveau de donner un coup de pouce à Laetitia Camboni, qui a fait encore une fois une super vidéo sur cette fois-ci les styles photos à fuir. Et elle l'a fait en collaboration avec tout plein de youtubeurs, dont moi, je dois être là. Voilà, je ne sais pas si on voit, j'arrive pas. Voilà. Là. Et cette photo est absolument un délice parce que Laetitia, quand elle fait une collab, elle le fait pas à moitié. Et vous savez que moi, j'accompagne des youtubeurs, j'aide des youtubeurs à développer leur chaîne, etc. Et les collabs, c'est toujours un peu délicat parce qu'on amène des nouvelles personnes sur sa chaîne et tout. Pour moi, ça, c'est l'exemple c'est tout ce qu'il faut faire pour une collaboration entre plusieurs youtubeurs ou photographes, parce que là, il y a plein de photographes qui ne sont pas youtubeurs, évidemment. Voilà. On retrouve Arnaud Thierry, d'ailleurs, là-dedans, le grand retour d'Arnaud Thierry sur la photo, sur un thème qui est super intéressant, parfois un peu clivant aussi, des styles photos, des choses à faire, des choses à ne pas faire, etc. Donc, hyper intéressant. Allez voir cette vidéo, ça dure une demi-heure, mais ça passe à toute vitesse. Laetitia est vraiment excellente. Abonnez-vous à sa chaîne aussi au passage. Voilà, je ne me voyais pas faire un autre coup de pouce que celui-là ce mois-ci. Et puis pour finir, je voulais dire encore une fois un grand merci à Ampara. C'est la 3e vidéo qui est sponsorisée des MPR News par Ampara. Ça veut dire que c'est la dernière de ce cycle. Et Ampara est en train de se demander, est-ce qu'on continue à soutenir les MPR News pour la suite ou pas? Donc si vous avez envie qu'Ampara continue de soutenir les MPR News, mettez-leur un petit message dans les commentaires. Mettez-leur un petit « Merci Ampara, c'est cool, grâce à vous on a des MPR News et tout ». Parce que vous le savez, sans sponsor, je ne peux pas faire de MPR News. Donc un petit message pour eux. Moi comme ça, je leur envoie le lien. Je leur dis « Regardez, tous les gens qui commentent, c'est super cool. Ils ont envie que vous continuiez à soutenir. » Et du coup, peut-être qu'on aura une chance qu'ils continuent de soutenir les MPR News pour les mois à venir. Voilà, merci à vous, merci Ampara, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.